Il y a 30 000 ans, selon Harari, le philosophe israélien, Homo sapiens, nos ancêtres, vous et moi, aurait supplanté Néandertal parce qu'il avait la capacité à coopérer à plus de 50 personnes dans un groupe et à véhiculer ce que Harari appelle un mythe, c'est-à-dire une idée en fait, c'est-à-dire à véhiculer une conscience, un projet à plus de 50 individus, ce qui lui permettait de chasser et de vaincre, de s'organiser. C'était sans doute peut-être les premières formes d'organisation humaine, de système humain un peu organisé, et ce qu'on a appelé d'ailleurs la révolution cognitive. Il y a eu plusieurs autres révolutions. Il y a eu la révolution, on va passer jusqu'à la révolution industrielle, hein, bien sûr, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, en 1700 et quelques, en 1750, en 1870, avec l'invention d'énergie, en fait, et qui vont développer une industrie et qui vont faire travailler les gens de façon également extrêmement importante, massive même, de façon extrêmement organisée, avec l'organisation scientifique du travail de Taylor au début du XXe siècle. Et puis, on dit qu'il y a aussi à venir une révolution écologique, en tout cas et numérique, avec l'intelligence artificielle, ce qui est évident, et ce qui a déjà commencé, soit l'intelligence artificielle pour les plus pessimistes remplaçant l'homme de façon assez exclusive, soit, et les deux sont peut-être pas justement à exclure, soit en le renforçant, ce qu'on appelle l'homme augmenté grâce à l'intelligence artificielle. Bon, tout ça, ce sont des révolutions. Moi, ce que je crois, c'est qu'à chaque révolution, l'être humain s'est retrouvé dans un système coercitif, c'est-à-dire qu'il s'est vu soumis à une autorité d'une minorité euh, pour produire, pour produire massivement. Alors, soit sous l'autorité de quelqu'un qui avait une autorité, on va dire, divine, religieuse ou royale, soit parce qu'il avait une autorité, on va dire, idéologique, politique, mais toujours, en tout cas très longtemps, sous l'autorité de quelqu'un et donc avec un manque de liberté quand on regarde en arrière qui est quand même extrêmement criante. Donc il me semble que l'enjeu des révolutions à venir et de la révolution à venir, c'est la conscience. Euh, Parce que la conscience est vertueuse dans le sens où elle permet à l'individu de ne plus être dépendant d'une autorité, mais de choisir, de faire des choix, de prendre conscience de son environnement, de ses valeurs, des enjeux qui lui paraissent essentiels, importants ou pas, et donc de servir les enjeux qu'il veut servir. Voilà ce qui me semble être, moi, la révolution à venir, et la seule qui vaille d'ailleurs, parce que si les gens ne prennent pas conscience, premièrement, d'un point de vue écologique, ça va être la fin de l'humanité parce que la biodiversité s'éteint, les glaces fondent, la planète se réchauffe et la consommation continue. Donc, la prise de conscience doit être plus importante et plus étendue. Mais elle doit être vraie dans tous les domaines. Là, je parle de l'écologie, mais elle doit être aussi politique au sens philosophique, au sens grec, c'est-à-dire au sens de la cité. Euh, Elle doit être vraie au niveau de l'entreprise, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle doit permettre à des gens de servir le projet qu'ils ont décidé. Et Dieu sait si les générations Y à venir sont dans cette optique-là, mais encore faut-il qu'ils y restent, dans cette optique de servir un projet qui leur paraît vertueux. Euh, et puis aussi dans la famille, et puis aussi dans toutes les entités sociales, en fait, c'est-à-dire prendre conscience de ces enjeux, et j'allais dire même jusqu'à la dernière entité sociale qui est l'atome ultime, c'est-à-dire soi-même. C'est-à-dire comment on fait le choix dans sa vie de servir les enjeux qui nous paraissent essentiels à servir. Et là, ce n'est pas un asservissement, du coup, c'est
c'est de l'ascendance, c'est-à-dire c'est de la transcendance, c'est grandir pour servir quelque chose de plus grand et qui nous paraît noble et vertueux. Voilà, donc pour moi, euh, l'enjeu, il est là. Et comment on prend conscience en essayant de ne plus euh, réagir de façon mécanique, de ne pas réagir de façon à répondre de façon systématique à une autorité. Il suffit d'aller voir l'expérience de Milgram dans les années 60. Mais il y a eu beaucoup d'expériences et c'est un peu normal que l'être humain obéisse comme ça à des autorités parce que c'est un animal social. On le sait depuis toujours et au moins depuis Rousseau, mais même avant. Donc c'est normal que pour vivre en société, il lui faille obéir un tant soit peu à des autorités. Maintenant, je pense que obéir, c'est pas obligatoirement une aliénation, si tant est qu'on obéisse à un système qui nous paraisse vertueux. Et c'est ça qui est essentiel. Donc, il y a un moment donné, d'ailleurs, maintenant les neurosciences nous le démontrent, on a des parties du cerveau, et notamment dans le néocortex, qui nous permettent de prendre conscience. Il y a des pratiques comme la méditation ou la sophrologie qui nous permettent de prendre conscience. Il y a des approches cognitives, thérapeutiques ou psychosociales ou sociales ou professionnelles d'analyse, des outillages qui nous permettent de prendre conscience. De toute façon, le changement ne s'opère que suite à une prise de conscience. Et Antonio Damasio, qui est peut-être le plus grand neuroscientifique de la planète, nous dit, pour ceux, par exemple, qui négligent un petit peu, ou voire même qui trouvent ça un peu péjoratif de parler des émotions, nous dit c'est l'émotion qui est première dans le raisonnement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a écrit son livre où il dit que Descartes s'était trompé. Ce n'est pas l'intellect et la raison qui est première, c'est l'émotion. Et c'est parce qu'on vit des émotions qu'on élabore en sentiments, qu'on prend ensuite des décisions d'amélioration d'un système. Voilà. Donc, la prise de conscience, la connaissance de tout ce mécanisme paraît fondamentale. Donc, d'abord pour soi-même, c'est-à-dire pour gagner son libre arbitre. C'est ce que j'appelle un leader, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des fois, la question de l'influence gêne des personnes quand on parle d'influence. Mais il n'y a rien de péjoratif dans l'influence. C'est-à-dire, dans un système humain, on sait depuis très longtemps que les êtres humains ont une influence les uns sur les autres. Donc, l'idée, c'est juste de savoir, d'en prendre conscience, de savoir qu'on n'est pas dans un système de manipulation, parce que ça aussi, ça demande d'en prendre conscience, et donc de connaître ces éléments de manipulation, y compris quand ils sont inconscients. Donc, ça demande vraiment de se cultiver à toutes ces connaissances de l'inconscient, du conscient et de tous ces mécanismes de l'esprit. Et puis donc, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un libre arbitre et ainsi devenir un leader, d'être un auto-leader, d'être son propre leader en fait, c'est-à-dire d'avoir son libre arbitre, de choisir, de faire ses choix et de savoir comment on veut mener sa vie d'un point de vue personnel, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue politique au sens large et environnemental. Donc voilà, en fait, c'est tout ça l'enjeu de la formation leader coach. Elle est extrêmement outillée. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs pour ça que Philippe et moi nous associons dans cette démarche, c'est qu'elle demande un certain nombre de compétences en fait et d'approches extrêmement pluridisciplinaires qu'on ne trouve pas en fait dans des formations autres ou dans des écoles de management ou autres, parce que nous faisons le choix d'apporter une pluridisciplinarité avec de la psychologie, de la psychosociologie, de la sociologie, de la politique, de l'anthropologie, de l'économie, de la communication, de la négociation, de l'analyse transactionnelle, de la programmation neurolinguistique, de neurosciences. Enfin, voilà, parce qu'on ne peut pas prendre conscience sans la compréhension d'un minimum d'apport scientifique sur toutes ces questions-là. Donc voilà, pour moi, c'est passionnant. Moi, j'espère qu'on va pouvoir en parler tous ensemble. À ce sujet, j'aimerais vous dire une dernière chose. C'est que dans les vidéos que j'ai postées jusqu'à présent, il m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir des échanges bilatéraux avec certains d'entre vous qui posaient des questions, et à juste titre, et passionnantes souvent.
L'idée, ce serait bien d'ailleurs que vous les postiez en réponse à ces vidéos pour qu'on puisse partager en fait ces questions-là et y répondre de façon collective. Ça me paraîtrait judicieux, pertinent et surtout, ça produirait de l'intelligence collective, ce qui me paraît essentiel. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le leader dans le monde. Voilà, le leader dans le monde, c'est une vraie grosse ambition, mais j'y crois énormément et c'est passionnant et c'est fondamental euh, d'avoir cette approche tous ensemble. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.